aveugles. Ils célèbrent leur culte. Ils adorent et vénèrent Kali. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Alors tellement bien, je vais les violer, ces fils de pute. C'est un peu vulgaire, hein? Visez le pavillon noir et que les hommes qui se prennent à genoux le voient bien. Qu'ils attirent les standards sur la révolte. On voit bien comment sont les choses. C'est naturel pour que quiconque se perd d'une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information concrète à me soumettre? J'ai chopé une déferlante d'enfer ce matin. Alors, tu voulais te débarrasser de moi si j'ai bien entendu? C'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi! Tu vas voir, on ne me tue pas moi et je me venge toujours, tu le sais bien. Bonjour amis surfeurs, amateurs d'écume et de déferlante, et bienvenue dans les chroniques de Kali. Bonjour numéro 2. Bonjour numéro 1. Alors, quel sera le sujet de notre deuxième épisode, mon cher numéro 2? Eh bien numéro 1, nous allons parler de technique, de course au progrès, de tradition, de la machine et de l'homme. Nous aborderons les limites de la croissance vers lesquelles nous entraîne le système industriel, capitaliste globalisé, malgré de nombreuses résistances, autant naturelles que culturelles, voire même spirituelles. Comme le principe de l'émission est de discuter d'un ouvrage, nous avons choisi pour cet épisode Ravage de René Barjavel. Nous nous éloignons de la dystopie qu'est Fahrenheit 451 pour nous diriger dans un roman d'anticipation apocalyptique à la française. En effet, c'est un choix pertinent pour dénoncer les effets pervers du culte du progrès qui gangrène nos sociétés actuelles. Si tu me permets, je ferai un petit retour biographique sur René Barjavel. Alors, Barjavel, né à Nyon en France en 1911, après ses études, il fait plusieurs boulots pour ensuite devenir journaliste. Avant-guerre, il sera chef de fabrication aux éditions de Noël, bien connu pour éditer Louis-Ferdinand Céline, et se rapprochera de Robert de Noël au point de lui succéder après son assassinat en 1945. En 39-40, alors chez les Zouaves, son antimilitarisme le pousse aux cuisines et au ravitaillement. Sous l'occupation, Ravage est publié en feuilleton dans le journal Collabo Je suis partout, ce qui lui vaudra d'être dénoncé publiquement pendant l'épuration en France. Il sera blanchi par l'intervention de l'écrivain Georges Duhamel, qui lui-même démissionnera du comité des écrivains nationaux. Ensuite, René Barjavel sera critique, journaliste et fera dans le cinéma. Il sombre dans l'oubli pour renaître de ses cendres dans les années 70, à nouveau comme romancier et journaliste. Reconnu comme un pionnier de la science-fiction en France, il meurt à Paris en 1985. Un parcours très intéressant qui peut expliquer des thèmes présents dans ce roman publié en 1943, baigné d'une ambiance et d'une esthétique parfois crue, de violence physique, de scènes de guerre et de destruction, de mort et d'hallucination. Ce livre écrit dans les années 40 peut être lu comme un essai rétro-futuriste et nous révèle comment le futur était envisagé à l'époque de sa rédaction. 80 ans plus tard, on peut déjà y relever des erreurs de prospective comme par exemple la réminiscence de travailleurs humains artisans ou l'absence de référence à l'informatisation. Avec Ravage, nous ne sommes pas du tout dans un monde cyberpunk, mais dans la description d'un pouvoir techno-artistique et d'un patriarcat tradifuturiste. L'histoire se déroule en 2052 en France. Le monde est devenu le terrain de jeu d'une aristocratie technologique, logée dans des cités, méga complexes alliant logement, services et commerce, où les machines régulent la vie d'une société automatisée. La surpopulation urbaine est à son paroxysme, mais entre les grandes villes, les campagnes sont désertifiées. L'homme des villes se laisse vivre au rythme des avancées technologiques et n'est plus capable seul de pourvoir à ses besoins. Mais voilà que le jour arrive où tout cesse de fonctionner. Sans que le phénomène ne soit réellement expliqué dans le livre, on évoque simplement une modification du métal, une disparition du champ magnétique ou de l'électricité. Plus d'avions, plus de machines électriques, plus d'armes, plus de communication. Plus rien. L'humain qui avait dominé et asservi la nature la voit se retourner contre lui. Après l'effondrement de la civilisation technique, les épidémies frappent, les famines font rage, la terre asséchée s'embrase. Clin d'œil aux écologistes radicaux, lecteurs de Kaczynski, qui aimeront sans doute ce roman. Les hommes s'organisent en bandes prédatrices et nous suivons un groupe mené par François, jeune agronome, fils de paysan monté à Paris pour les études, qui décide de fuir la ville pour regagner la Provence en traversant la France à pied. À la fin du roman, le destin humain reprendra son cours en s'appuyant sur une doctrine radicalement traditionnaliste, viriliste et anti-moderne, prônant nature, famille, polygamie, clan, terre et simplicité rustique.
Puisque tout est dit, commençons avec le premier extrait où le personnage principal, François Deschamps, reçoit une brochure de la compagnie de train expliquant la révolution des Trois Glorieuses. Effectivement, il s'agit du point clé dans l'univers de Ravage, où en seulement 3 jours, on vit s'orienter le développement technologique de la performance vers le confort idyllique. Allons-y pour l'extrait. Au guichet, il avait reçu en même temps que son billet une brochure luxueusement imprimée. La compagnie eurasiatique des transports célébrait le 30e anniversaire des Trois Glorieuses de remplacement. Âgé de 22 ans, François Deschamps n'avait pas vécu la fièvre de ces 3 jours. Il en avait appris tous les détails à l'école, où les maîtres enseignaient une nouvelle histoire, sans conquête ni révolution, illustrée de visages de savants, jalonnés par les dates des découvertes et des tours de force techniques. Ces Trois Glorieuses pouvaient être considérées pour l'époque comme un exploit peu ordinaire. Ils constituaient en quelque sorte la charnière de l'âge atomique, marquait le moment où les hommes, sursaturés de vitesse, s'étaient résolument tournés vers un monde de vie plus humain. Ils s'étaient aperçus qu'il n'était ni agréable, ni au fond utile en quoi que ce fût, de faire le tour de la Terre en 20 minutes, à 500 km d'altitude, et qu'il était bien plus drôle, et même plus pratique, de flâner au ras des mottes à 2 ou 3 000 km/h. Ce qu'il y a de marquant, numéro 2, c'est bien cette idée de l'aboutissement de l'innovation, de la fin de l'esprit de conquête et d'aventure, qui est remplacé par le confort, le luxe et un état d'hébétude profond. L'homme est capable, grâce à ses progrès techniques, de maîtriser et donc d'abolir le temps et l'espace. Mais il fait le choix de la modération béate. Je ne crois pas que nous soyons arrivés à ce point dans notre monde. La preuve est que l'on court vers Mars. Mais comme chez nous pour la Révolution tranquille, avant les Trois Glorieuses, les heures les plus sombres, la grande noirceur. Pour ma part, ce qui me fait sourire dans cet extrait, c'est sans doute le sarcasme de l'auteur quand il explique que les gens se sont tournés vers un mode de vie plus humain en rejetant la vitesse extrême. Mais ce mode de vie plus humain est surtout un stade de vénération béate de la non-action, sans gratification de l'effort et sans sacrifice. En aucun cas, ces fameuses Trois Glorieuses n'ont remis en question les fondements même du totalitarisme technologique du roman, mais ont cherché à l'aménager pour le rendre plus tolérable et moins anti-humain, tel un trait de sucre masquant une amertume autrement insupportable. Comme dans notre réalité d'ailleurs, où l'on nous vend des innovations comme prétendument révolutionnaires et libératrices, mais qui ne se révèlent n'être que des desserts trop sucrés et faussement appétissants, dont le système de domination nous gratifie quand on a fini toute son assiette de merde. Comme d'habitude, c'est le système qui se renouvelle sous une forme plus lucrative, en prétendant s'adapter à une vague de changements souhaitée par le peuple. Pensons ici aux révolutions colorées, qui illustrent très bien cette stratégie de marketing politique. Exact. Il y a des questions à se poser quand les multinationales, les grandes banques et les gouvernements appuient une cause d'une même voie. On peut douter que cette cause apporte un profond changement ou implique un renversement complet de l'échiquier politique. Par contre, on peut être certain que cette cause a un intérêt financier et commercial sans quoi elle n'obtiendrait pas la plus décomplexée de ses requins. Le dernier mot appartient à celui qui paye. Passons au prochain extrait. L'humanité ne cultivait presque plus rien en terre. Légumes, céréales, fleurs, tout cela poussait à l'usine, dans des bacs. Les végétaux trouvaient là, dans de l'eau additionnée des produits chimiques nécessaires, une nourriture bien plus riche et plus facile à assimiler que celle dispensée chichement par la marâtre nature. Des ondes et des lumières de couleur et d'intensité calculées, des atmosphères conditionnées accéléraient la croissance des plantes et permettaient d'obtenir, à l'abri des intempéries saisonnières, des récoltes continues, du 1er janvier au 31 décembre. L'élevage, cette horreur, avait également disparu. Élever, chérir des bêtes pour les livrer ensuite au couteau du boucher, c'était bien là les mœurs dignes des barbares du 20e siècle. Le bétail n'existait plus. La viande était cultivée sous la direction de chimistes spécialistes et selon des méthodes mises au point et industrialisées du génial précurseur Carrel, dont l'immortel cœur de poulet vivait encore au musée de la Société protectrice des animaux. Le produit de cette fabrication était une viande parfaite, tendre, sans tendons, ni peau, ni graisse, et d'une grande variété de goûts. Non seulement l'industrie offrait aux consommateurs des viandes au goût de bœuf, de veau, de chevreuil, de faisan, de pigeon, de chardonneret, d'antilope, de girafe, de pieds d'éléphant, d'ours, de chamois, de lapin, d'oie, de poulet, de lion et de 1000 autres variétés, servies en tranches épaisses et saignantes à souhait.
mais encore des firmes spécialisées, à l'avant-garde de la gastronomie, produisaient des viandes extraordinaires, qui, cuites à l'eau ou grillées, sans autre addition d'une pincée de sel, rappelaient par leur saveur et leur fumée des préparations les plus fameuses de la cuisine traditionnelle, depuis le simple bœuf miroton jusqu'au civet de lièvre à la royale. Il est difficile de ne pas penser ici aux véganes, qui préfèrent l'hyper-industrialisation agroalimentaire à la tradition de l'agriculture et de l'élevage. La viande est remplacée par une bouillie ultra transformée créée par des chimistes, aromatisés selon les goûts des consommateurs qui peuvent enfin se nourrir éthiquement sans souffrance animale. On dirait la description des ersatz à la Beyond Meat, popularisée pour profiter des petits bourgeois occidentaux se découvrant une conscience alimentaire. Bon, on va pas se lancer là-dessus parce que c'est un de mes sujets fétiches. J'ai trop à dire sur ces néo-végétaliennes, anciennes bouffeuses de McDo qui refusent désormais la viande mais portent encore du Nike, prennent la pilule ou avortent sans modération, sont collés à leur iPhone et posent des photos de leurs jambes poilues sur Instagram. Mon véganisme à moi serait plutôt une ascèse pour la préservation entière et sans équivoque de toute forme de vie, impliquant donc un rejet total de toute logique de domination. Mais bon, cher numéro 2, on s'éloigne de Barjavel, revenons à nos moutons. Exactement. On retrouve finalement le même système derrière l'élevage industriel et le véganisme nouvelle école actuelle, le second étant l'opposition contrôlée du premier. Refuser l'élevage intensif et naturel, et nous vous encourageons à le faire, mais pas pour se jeter dans les bras de la frange végane du complexe agroalimentaire. Ces deux extrêmes se rejoignent en étant hors sol, éloignés de toute réalité de la vie et coupés du rythme de l'existence. Alors que l'élevage traditionnel, lui, implique un contact charnel avec les animaux, que ce soit autant pour les soigner que pour les abattre. Mais tu le sais, numéro 1, nous sommes dans un monde qui pense faire disparaître la mort en niant son existence, alors que nos ancêtres tiraient leur appréciation de la vie de leur fréquentation régulière de la faucheuse. Mais dans le monde d'autruche que nous connaissons et l'univers de techno-autruche de Barjavel, la mort est un sujet délicat, comme nous le verrons plus tard, alors que des sociétés traditionnelles la célèbrent comme le dénouement de la vie. Mais au final, c'est l'opposition irréparable entre tradition et technologie qui est le sujet central du livre et la clé de voûte de l'édifice mondialiste. As-tu remarqué, c'est l'éleveur local ou le petit restaurateur qui est ciblé par les fanatiques véganes ou la police antispéciste, alors que les multinationales sont relativement en paix? Franchement, il devrait y avoir des sièges de McDo en permanence dans toutes les grandes villes du monde si les véganes étaient réellement structurés en force politique. Bien sûr, numéro 1. Même chose pour la production maraîchère. On ne cultive pas encore de façon massive des légumes et fruits en bac, mais n'empêche qu'on importe des fruits et légumes qui ont poussé dans un désert, irrigués en détournant des cours d'eau pour ensuite être transportés sur des milliers de kilomètres par bateau. Pendant ce temps, notre agriculture locale étouffe sous le poids de la dette et de la bureaucratie. Pourtant, sans négliger de prioriser la culture en terre et la consommation saisonnière, nous pourrions compenser notre climat rune avec une production en serre pour viser plus d'autonomie. D'ailleurs, savais-tu que nous sommes passés de presque 80% d'autonomie alimentaire sous le ministre Jean Garon à plus ou moins 30% en ce moment? On n'arrête pas le progrès, camarades. On continue avec l'extrait suivant. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Le développement de la culture en usine avait ruiné les campagnes, attiré tous les paysans vers la ville, qui ne cessait de croître. À Paris sévissait une crise du logement que la construction des 4 villes hautes n'avait pas conjurée. Le conseil de la ville avait décidé d'en faire construire 10 autres pareilles. Pendant les 50 dernières années, les villes avaient débordé de ces limites rondes qu'on leur voit sur les cartes du 20e siècle. Elles s'étaient déformées, étirées le long des voies ferrées, des autostrades, des cours d'eau. Elles avaient fini par se rejoindre et ne formaient plus qu'une seule agglomération en forme de dentelle, un immense réseau d'usines, d'entrepôts, de cités ouvrières, de maisons bourgeoises, d'immeubles champignons. Jérôme Seta, le front au mur transparent de son bureau, contemplait Paris. De tous côtés, jusqu'au fond plat de l'horizon, rampait le troupeau infini des maisons. La ville semblait écrasée au sol, laminée par le poids de la tristesse et de la fumée des siècles. Ses toits formaient une croûte écailleuse coupée par les rues et les avenues, comme par des cicatrices. Des fumées montaient, retombaient lentement, se mêlaient en un brouillard qui capitonnait la capitale. Je vais me permettre de prendre les devants. L'exode rural est loin d'être un phénomène nouveau, particulièrement au Québec. La majorité de l'emploi se trouve en ville et la population doit se déraciner pour aller où le travail se trouve.
On peut littéralement envisager le problème comme un phénomène d'émigration à l'intérieur du même pays. Les conséquences sont une densité urbaine incontrôlable, la désertification des régions ou encore la perversion des esprits empreints de bon sens paysan par le mode de vie urbain. Les villes poussent et se développent comme des cancers et finissent par fusionner en une méga-tumeur urbaine. Étonnamment, Barjavel ne parle pas du tout d'immigration étrangère, mais on peut facilement imaginer comment ce phénomène aurait pu trouver sa place dans son univers. On comprend mieux pourquoi de plus en plus de ménages ont de la difficulté à se trouver un logement. Quand tous doivent vivre dans les mêmes centres urbains, les capacités de ce centre doivent décupler. Les citadins sont tous empilés les uns sur les autres et la ville finit toujours par s'étendre. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les épidémies se multiplient dans les villes. La concentration de la population et ses activités débridées y sont propices. C'est bien connu en biologie. Lorsque les populations sont trop élevées et manquent de prédateurs, les maladies font leur apparition. Ainsi fonctionne la régulation naturelle de la population. Imagine ensuite qu'en plus des vivants, les morts s'entassent eux aussi dans les villes. Et que pour eux aussi, la fin de la technique soit le début de la véritable fin. Le prochain extrait nous en donne un aperçu. Jérôme Zeta ferma son petit carnet, le remit dans sa poche, se leva et s'enfuit, comme chaque matin, faire une visite à ses ancêtres. Les progrès de la technique avaient permis d'abandonner cette affreuse coutume qui consistait à enterrer les morts et à les abandonner à la pourriture. Tout appartement confortable comprenait, outre la salle de bain, l'assimilateur d'ordures, le chauffage urbain, les tapis absorbants, les plafonds lumineux et les murs insonores, une pièce qu'on appelait le conservatoire. Elle était constituée par de doubles parois de verre, entre lesquelles le vide avait été fait. À l'intérieur de cette pièce régnait un froid de moins 30 degrés. Les familles conservaient leurs morts, revêtus de leurs habits préférés, installés debout ou assis, dans des attitudes familières que le froid perpétuait. Bon, on peut constater que le rapport à la mort, le rapport aux morts, est différent du nôtre actuellement. Un certain culte de l'immortalité, voire peut-être un culte des ancêtres, associé à la technologie, permet de conserver les morts dans une mise en scène du vivant. Un point complexe que cette attitude face à la mort dans Ravage. Les appartements haut de gamme possèdent des conservatoires privés où les ancêtres sont exposés dans un simulacre de scène quotidienne, alors que les résidences plus modestes font appel à des conservatoires communs. Avant tout, il faut signaler une originalité dans le roman que certains pourraient voir comme une erreur de prospective, qui est le respect des morts, de la descendance et de la lignée. Cela va de pair avec l'absence de multiculturalisme et de politique radicale de mélange des populations. La France de Ravage reste blanche et catholique, bien qu'abrutie par le technologisme. Il lui reste ce socle identitaire et relativement traditionnel, dont l'expression post-apocalyptique sera la clé du salut. Les morts sont donc présents, honorés et exposés, dans un mélange de spiritualité primordiale et de culte protestant de la réussite. Alors évidemment, avec la fin abrupte de la technologie, la présence de cadavres dans les logements va entraîner ce que nous appelons maintenant une crise sanitaire. C'est assez révélateur, tu ne trouves pas, numéro 1, que la présence des morts parmi la population constitue un repère, une borne morale, quand la technique permet leur conservation, mais qu'ils deviennent un facteur de pestilence et de décrépitude une fois la technique disparue. Comme si la technique était le rempart contre la réalité biologique de ce que nous sommes vraiment, qu'elle était la seule chose qui nous protégeait de nous-mêmes. Tout à fait, j'avoue que je n'avais pas pensé à cette avenue. En tout cas, on est loin dans ce roman du délaissement et de l'oubli de nos personnes âgées aujourd'hui. Dans notre société, on préfère caser nos vieux dans des immeubles de fin de vie, de vrais mouroirs, en les oubliant, exception de la visite de Noël. En gros, le parent ou grand-parent est mort symboliquement avant même qu'un médecin ait constaté le décès physique. On meurt avant tout dans la pensée de ses descendants avant sa mort clinique, simplement par l'oubli. C'est si beau numéro 2 la modernité, n'est-ce pas? On va tout de même pas s'encombrer du poids moral de veiller sur nos anciens alors que nous avons des carrières à mener, des jeux vidéo à terminer, des crédits à rembourser. Une fois encore, sur ce point, Barjavel avait sous-estimé l'avancement de nos décrépitudes morales. Bien d'accord avec toi, numéro 1. Pour revenir au texte, on peut facilement imaginer la catastrophe lorsque la technologie et l'électricité du jour au lendemain vacillent. Des centaines de milliers de cadavres qui décongèlent dans les habitations des citadins, sans compter l'environnement étouffant des villes qui génèrent des canicules sans fin. Bref, là-dessus, je te l'accorde, le port du masque est de rigueur.
Oui d'ailleurs, les scènes décrites dans le livre sont assez graphiques, hein. C'est complètement dégueulasse. Oui, Barjavel sait bien manier sa plume pour dépeindre des images dégoûtantes. Il faut dire que c'est un roman écrit en période de guerre et marqué par une esthétique de violence. Amputation, pourriture, fleuve de sang, tripes, on est servi. Bon, passons au prochain extrait. Malgré l'opposition sourde des grands fabricants d'énergie atomique, le nombre des voitures à quintessence augmentait sans cesse, et le moteur à combustion était en voie de faire disparaître entièrement les moteurs atomiques à turbine ou à accumulateur. La quintessence, obtenue par fermentation et distillation de l'eau de mer, permettait de parcourir 1000 km avec un demi-litre de carburant. Mais elle exigeait une grande quantité d'oxygène. L'air des villes en souffrait. Aussi, les autogyres du service de l'atmosphère pulvérisaient-ils en l'air, plusieurs fois par jour, de l'oxygène liquide, parfumé à des senteurs champêtres. Numéro 1. Je ne sais pas si tu vois la même chose que moi, mais moi j'y vois un lien avec le fameux débat sur la voiture électrique ou la fin du moteur traditionnel. Exactement. Le passage d'une énergie polluante à une autre énergie autrement polluante. En plus, Barjavel évoque l'affrontement entre deux lobbies d'intérêts financiers qui tirent la couverture chacun de leur bord. Effectivement. On essaye de nous rentrer dans la gorge la voiture électrique comme la solution pour sauver la planète d'une hécatombe écologique. Mais on ne parle jamais de la pollution engendrée par les batteries et l'extraction des matières premières pour les fabriquer. Et on ne précise jamais que si au Québec il est vrai que notre électricité est verte, dans la plupart des régions du monde, l'électricité pour recharger ces voitures proviendra de centrales nucléaires au gaz ou autres combustibles comme le charbon. Et puis, l'hypocrisie du système, hein? Parlons-en. Le gouvernement est obligé de pulvériser de l'oxygène parfumé en ville pour compenser sa consommation par les véhicules écologiques. On précise ici qu'on ne défend pas le pétrole pour autant. Seulement, la conversion forcée au tout écologique est une logique capitaliste à peine déguisée en préoccupation verte. Pourquoi rejeter la responsabilité de la conversion électrique sur le citoyen moyen? En lui expliquant que c'est lui qui doit acheter une voiture dispendieuse pour sauver la planète, lui qui doit payer des nouvelles taxes éco on ne sait pas trop quoi, lui qui doit traîner, rembourser le péché originel de la pollution humaine. Avec son maigre salaire, c'est lui qui doit encore sacrifier pour éviter les remontrances des petits bourgeois patentés. Tout juste numéro 1. Dans le monde du technolibéralisme décomplexé, on propose seulement des solutions qui rapportent, plutôt que réellement novatrices. Il faut que notre argent continue de remplir les poches des membres du conseil d'administration de la planète tout de même. Pas question de convertir les avions, les navires commerciaux et le transport routier à une énergie verte. La chose aurait des conséquences sur le portefeuille des puissants. C'est bien plus facile de pressuriser le cochon de travailleur pour lui prendre son pognon, tout en lui imposant de nouvelles règles ridicules et en le faisant culpabiliser avec ça. J'irai même plus loin. Il n'est jamais question de se tourner vers une industrie locale et un certain protectionnisme qui réduirait la quantité de transports longue distance ultra polluants. On le répète, le localisme efficace et le nationalisme intelligent sont la solution écologique par excellence. Prochain extrait, Barjavel évoque une thématique traditionnelle de la science-fiction, le contrôle mental des foules. Allons-y. L'usine, la radio et l'alcool réunis détraquaient un grand nombre de cerveaux. Le carnet de santé que chaque citoyen recevait à sa naissance et grâce auquel il était impossible d'échapper aux 12 vaccinations et aux 27 piqûres obligatoires, permit de surveiller l'état mental de la communauté et de chacun de ses membres. En 2026, une vague d'énervement et de pessimisme menaça la nation et provoqua une recrudescence énorme des divorces et des suicides. Sur avis du Grand Conseil médical, le gouvernement prit un décret d'urgence. Toute la population passa sur la chaise de choc. Le résultat fut si probant qu'une loi institua un examen médical annuel obligatoire pour tout le monde. Les petits dérangés recevaient simplement une petite dose qui les repoussait dans le droit chemin, dont ils tendaient à s'écarter. La santé publique y gagnait, et la qualité de la main-d'œuvre manuelle et intellectuelle également. C'est toujours révélateur de noter comment les auteurs abordent les thèmes récurrents de la science-fiction d'anticipation. Ici, le contrôle mental de la population est avant tout une question sanitaire, puis une question économique. On utilise une sorte de chaise à électrochoc pour calmer les angoissés, les dépressifs et les originaux. Barjavel précise plus loin que ce dispositif est également présent dans les grandes entreprises où le travail est particulièrement pénible, soulignant au passage la collaboration active du milieu patronal et des gouvernements dans l'abrutissement des masses laborieuses. En effet, et ça me rappelle quelque chose que nous voyons arriver en ce moment même. Le gouvernement constate un problème ponctuel, mais représentatif d'un mal-être profond.
prend une décision arbitraire et radicale pour se débarrasser du symptôme, qu'il impose à tous, incluant vieillards et enfants. Le résultat répondant à ces attentes, il généralise le contrôle mental avec l'aval des grands patrons et de la population elle-même, qui se soumet à quelque chose de foncièrement intrusif et intolérable pour obtenir un peu de bien-être et de tranquillité mentale. C'est une version plus artisanale du soma de Huxley dans Le meilleur des mondes, où le contrôle passe désormais par la consommation volontaire de drogue. Par contre, dans cet extrait, on voit encore le côté à l'ancienne de Barjavel. Il existe encore des usines en France, les ouvriers des manufactures consomment encore du vin, dans une esthétique prolétaire traditionnelle. On va se le dire franchement, c'est presque optimiste, tu trouves pas? D'ici quelques dizaines d'années, les usines en France, s'il en reste, ne seront certainement pas remplies de buveurs de pinard, mais par des machines ou des hommes robots sans racines, sans espoir, et donc sans nostalgie. C'est au travers de tels extraits que le rétrofuturisme de ce livre s'exprime particulièrement, ce qui en fait un excellent outil de compréhension de son époque. Comme nous l'avons évoqué plus tôt dans l'émission, le livre est ainsi baigné d'une atmosphère guerrière, violente, oppressante et assez gore. Assez, c'est ignoble, c'est ignoble! On se laisse sur un dernier passage dans ce goût-là. À bientôt numéro 1. À bientôt! Et rendez-vous à la victoire. Rendez-vous à la victoire. Rendez-vous à la victoire. Que se passe-t-il dans le métro, voyons? Qu'est-ce qu'il y a? L'homme haletait. Je ne sais pas. Je rentrais de Versailles à Vincennes où j'habite. J'avais pris la rame directe, au 5e sous-sol. Nous roulions depuis 2 minutes quand les lumières se sont éteintes. La rame a ralenti et s'est arrêtée. Nous avons attendu longtemps. La lumière ne revenait pas. Alors nous sommes descendus sur les voies, dans le noir. Nous avons suivi les rails. Nous nous sommes heurtés dans l'obscurité à d'autres foules qui venaient d'autres voies, à d'autres voitures arrêtées. Nous avons marché encore, mais il y avait toujours d'autres foules. Nous étions serrés. Et puis nous n'avons plus pu avancer, parce qu'on poussait dans tous les sens. Nous étouffions, et à chaque minute, nous étions plus nombreux, plus serrés. Alors des gens ont crié. Des hommes et des femmes sont tombés. On a marché dessus. Et puis des hommes ont voulu allumer un feu dans une voiture, avec des journaux et des morceaux de banquette, pour y voir clair. Et le moteur de la rame a pris feu. La graisse, l'huile, je ne sais. Et les gens qui étaient serrés autour se sont mis à griller comme des saucisses. Je me suis battu. J'ai grimpé sur des épaules. J'ai marché sur des têtes. Je suis tombé dans du feu. Je ne sais plus. J'ai trouvé un escalier. J'ai monté, à moitié porté, à moitié écrasé. Et me voilà. Mes pauvres mains, toutes brûlées. Mais ici, que se passe-t-il? Pourquoi tout est-il éteint? Les autos arrêtées? Que se passe-t-il? Ah, là-dedans, c'est l'enfer. Et je ne doute pas un instant que les artisans de l'armée des ondes, l'armée des ondes, l'armée des ondes, l'armée des ondes, l'armée des ondes sauront les refléter à travers la couverture de la vie canadienne qu'ils offriront à leurs téléspectateurs. Brit, brit! Les petites culottes sont mouillées, est-ce que ça vous donne une idée? Wesh, wesh! Même si les chiens du Québec devaient tous aboyer. Non, non! Qu'est-ce que c'est ça, patin? Dans l'Ouest canadien, sur les abords de la Rivière-Rouge, naquit un peuple unique, et nous pourrions même dire une nation. Cette peuple-là avait pour origine l'amitié entre deux peuples qui marchèrent comme des frères sous le sol de l'Amérique française. Les Métis de la Rivière-Rouge voyaient le jour de l'alliance entre le coureur des bois canadiens français et de son amour de la culture et de la femme autochtone. Des hommes libres, catholiques et francophones vivant de leur tradition,
le commerce des pelleteries et l'agriculture. Vivant paisiblement et en harmonie dans les steppes de l'Ouest, les Métis avaient pu se préserver de l'esprit belliqueux et de la perfide Albion. À l'aube d'une industrialisation tardive en Amérique et de la croissance des intérêts commerciaux d'une caste financière anglophone montréalaise, la nation de la Rivière-Rouge ne s'imaginait point ce qui lui tomberait sur la tête, le mépris et la haine du conquérant. La naissance de la Confédération canadienne, ce nouveau pays préfabriqué, véritable paradis d'ouverture sur terre, allait être baptisé selon sa triste tradition, dans le sang et la répression. Passant d'un propriétaire à l'autre, les territoires de l'Ouest finirent par être achetés par le gouvernement d'Ottawa en 1869. Évidemment, sans être consultés, les Métis de l'Ouest furent rapidement confrontés à la colonisation anglo-saxonne dirigée par le francophobe William McDougall. Reprenant leurs droits sur la terre qu'ils avaient cultivée, Chéri, Riel et ses guerriers métis stoppèrent les travaux d'arpentage, leurs terres étant délimitées et organisées selon le régime seigneurial de la Nouvelle-France. Ce nouvel arpentage à la mode londonienne était tout simplement désavantageux pour les cultivateurs métis. Un mois plus tard, le jeune chef des nations de l'Ouest s'empare du Fort Garry sur les berges de la Rivière-Rouge. Voulant conserver la souveraineté de son peuple tout en préconisant une bonne entente, Riel crée le gouvernement provisoire. Il est clair que les Métis de la Rivière-Rouge préfèrent l'autodétermination à la soumission. Les négociations avec Ottawa furent houleuses, tout autant que l'entente avec les habitants de ce qui sera le futur Manitoba. Comme toujours, une faction orangiste tente de dominer du haut de sa haine le francophone catholique, qui plus est, métis. En 1870, l'entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne est conclue. Riel réussit à négocier certains droits pour les francophones, comme l'assurance d'une scolarité française et la préservation du culte catholique. Il doit pourtant s'exiler suite au meurtre de Scott, le chef de la faction orangiste, assassiné par un citoyen irlandais. Le blâme est sur Riel. Il doit fuir aux États-Unis avant l'arrivée des troupes militaires. Comme toujours, ne respectons pas ses engagements envers des peuples qu'il considère inférieurs. Ottawa et sa colonisation de l'Ouest poussent les Métis plus loin vers la Saskatchewan. Malgré leur déplacement en batoche, le répit est court pour ce peuple franco-autochtone. Les mêmes colons britanniques et leur arpentage saxon, ainsi que la poussée fulgurante du chemin de fer de la Canadienne Pacifique, menacent la quiétude des Métis. En 1885, Riel revient d'exil pour aider les siens. L'affrontement avec les colons et la nouvelle gendarmerie montée, nouveau bras armé d'Ottawa, est imminent. Les Métis obtiennent une première victoire contre cette milice formée de colons anglais et de quelques agents fédéraux. N'en fallut pas plus pour qu'Ottawa décide d'envoyer 3000 soldats réguliers appuyés de 2000 miliciens. Ottawa devait mater cette ardente furia française qui fit remporter une deuxième victoire à Riel et ses guerriers dans la coulée des Tourons. Suite à une troisième défaite anglo-saxonne contre les guerriers amérindiens du chef Palmaker, allié historique des Français, les forces gouvernementales arrivent enfin à Batoche pour l'assaut final. Toujours prête à partager ses avancées techniques avec les peuples qu'elle écrase, la jeune confédération teste la mitrailleuse Gatling sur les assiégés de Batoche. À court de munitions et épuisés, les descendants des Français n'ont plus que des cailloux comme projectiles. La retraite est inévitable et c'est alors que Louis Riel est capturé. Il sera jugé pour trahison dans une mascarade de procès, comme les descendants de la perfide Albion en ont l'habitude. Riel sera défendu par 2 avocats québécois fournis par l'Association de défense des prisonniers métis fondée au Québec. Sans surprise, le jury est unilingue anglais. Riel est reconnu coupable après 30 minutes de délibéré et le juge le condamne à mort. Malgré les milliers de lettres de protestation contre son exécution par les Canadiens français qui voient encore une fois le reflet de la haine du conquérant saxon. Des émeutes éclatent à Montréal et le maire fait entrer l'armée pour mater les siens, comme un bon colonisé. Plus de 10 000 Québécois se réunissent au Champ de Mars pour protester contre l'exécution. Le premier ministre du Canada, John MacDonald, déclare « Il sera pendu, même si tous les chiens du Québec aboient en sa faveur. » Évidemment, pendu.
L'anglo-saxon ne tolère pas les chefs rebelles et ne leur reconnaît pas l'honneur du peloton d'exécution. Comme les patriotes de 1839, Riel sera pendu comme un vulgaire criminel, car telle est la mode londonienne. Chez nous, les manifestations se multiplient devant l'infamie. 50 000 dénotes se réuniront sur les champs de Mars pour exprimer leur indignation. Riel sera célébré dans les églises catholiques. Il deviendra une icône pour nos aïeux. Alerte, les brigades voisines, barrage, hélicoptère, tout le bazar. Voici une citation du livre Soleil hostile de David Herbert Lawrence. Soyons hommes. Pour l'amour du ciel, soyons des hommes, pas des singes préoccupés de machines ou assis, la queue enroulée, tandis que la machine nous distrait, ou la radio, ou le film, ou le phonographe, des singes au rictus débonnaire. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. D'abord, l'émasculation. Ensuite, chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort-vivant. La musique est incroyable, ça me fait bouger en tabarnak, là! Autre citation, La France contre les robots, de Georges Bernanos. La civilisation des machines est la civilisation de la quantité opposée à celle de la qualité. Les imbéciles y dominent donc par le nombre. Ils y sont le nombre. Nous sommes tous les produits d'une usine. Quelquefois, l'usine fabrique de mauvaises machines qui fonctionnent mal et on les entrepose ici. Les mauvaises machines ignorent qu'elles sont de mauvaises machines, mais les patrons de l'usine savent. Ouais, oui, ils savent que vous êtes une des machines qui ne fonctionne pas. Vous pouvez pas me d'enculé, en fait. Ah bon? Quand l'ennemi bombarde, il a l'avantage pendant qu'il bombarde. Mais s'il ne tue pas tout le monde dans la tranchée, il faut ensuite monter à la fourchette. Et là, c'est d'homme à homme que ça se passe. Écologie. Faire de la défense de l'environnement une idéologie à part est un non-sens. En fait, il faut retrouver le fil qui nous relie à l'ancestral et rétablir un juste rapport entre nature et culture. Il s'agit d'un tout, d'une idée du monde, d'une idée vécue du monde, et non du fondamentalisme intellectuel d'individus présomptueux, de cyclistes du dimanche aux goûts aseptisés, généralement fascinés par un tellurisme intolérant et insatiable. Progressisme. La superstition selon laquelle le développement technologique profiterait en soi à l'homme. Selon la superstition opposée, le développement technologique affaiblirait le physique et détruirait l'esprit. Que l'homme doit être mis dans les conditions idéales pour interagir avec le développement technologique semble être un concept qui échappe à tous. Peut-être parce que les conditions idéales dépendent d'une révolution culturelle intégrale. Le circuit des normes de points cardinaux, un code barre dans le cerveau. Il n'y a plus l'aborigène, il n'y a plus les asiatiques, presque plus l'atlantique dans le kérosène. Il n'y a plus l'africain, plus d'européen, plus d'africain ni d'européen. Mais putain, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on est bien. Oui, on est bien, on est si bien, si bien.